éloigner les investisseurs, disait-il, et nous de leur rétorquer qu'ils ne faisaient rien pour surmonter cette crise-là. Même les centrales syndicales du temps avaient essayé de nous dissuader de ne pas faire cette manifestation parce qu'elles avaient peur d'une révolte violente. Rien de cet ordre ne s'est passé, bien sûr. Ce fut plutôt le départ d'une concertation de toutes les forces vives du milieu. Ce qui nous a aidés aussi, c'est la mise en marche des réformes de la Révolution tranquille, qui a fait de Saint-Jérôme un pôle régional de services, de démocratisation de l'éducation, et avec des retombées économiques, bien sûr. Dans les gouvernements du temps, on avait peur de nous autres, car ça bougeait beaucoup à Saint-Jérôme. Il paraît que la crainte, comme on dit dans la Bible, c'est le commencement de la sagesse. Alors, ils ne pouvaient pas faire sans nous. Hein? Et quel chemin parcouru depuis les années 30. Et je me souviens d'un leader du milieu qui m'avait dit on a marché longtemps la tête entre les deux jambes. Tu as contribué à ce qu'on relève la tête pour se prendre en main. Maintenant, laisse-nous aller. Maintenant, laisse-toi aller. Une fois de plus, je devenais inutile. C'était mon objectif. Je sais qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la Révolution tranquille comme une période historique emblématique. Évidemment, on en a fait un mythe. Ce qui amène des esprits critiques à la disqualifier comme une entreprise technobureaucratique qui a créé une nouvelle classe cléricale remplaçant les clercs d'hier. Ce diagnostic a sa part de vérité. Mais la Révolution tranquille réelle, malgré ses limites, a été une période politique, économique, sociale importante, et cela à plusieurs titres. En 1959, nous avions le même taux de scolarisation que celui des anglophones en 1920. Beaucoup de familles modestes avaient des dettes de maladie et d'hôpital qui les éreintaient. La Révolution tranquille a mis en place des solidarités de société avec un fort consensus politique de la population québécoise. Et bien sûr, dans notre propre milieu où j'ai participé à la mise en marche de plusieurs réformes. Mais c'est à la fin des années 60 que j'ai vécu la période la plus critique de mon itinéraire social. C'est à ce moment-là que s'est jouée la rupture historique la plus grave du Québec moderne. Je le dis à tort ou à raison, c'est ma lecture, avec toutes ses limites. À tort ou à raison, je l'appelle la folie de la table rase. Table rase de notre propre histoire du Québec et puis contestation radicale de nos nouvelles institutions. Et des utopies du genre, personne ne transmet rien à personne. Et on verra tout à l'heure, un peu plus loin, les conséquences de ça par rapport aux différentes crises de transmission qu'on a connues au cours des dernières décennies. Dans les débats publics, que de fois j'ai été hué quand je disais ceci. Nous allons payer cher cette table rase, cette mentalité de table rase. Nous risquons de la reproduire longtemps en remettant sans cesse les compteurs à zéro. On ne peut faire sa propre histoire comme cela. Ce que la psychanalyse nous a enseigné sur l'effet mortifère chez l'individu qui refoule toute sa propre histoire et pense partir à zéro. Cela vaut aussi pour un peuple, pour une société qui fait la même chose. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut plutôt miser sur le meilleur de ce qui nous a précédés et le meilleur des nouveaux chemins en discernant le mieux possible ce qui tient de la continuité, ce qui exige des ruptures, ce qui amène à des dépassements et ce qui appelle des risques et des projets inédits. Il me semble qu'il y a là une philosophie sensée et imparable. Je l'ai redit récemment dans un petit bouquin qui s'intitule « Questions interdites sur le Québec contemporain ». Quand l'histoire disparaît du paysage, les horizons d'avenir s'estompent. On ne peut faire d'une œuvre durable si on efface les traces des chemins parcourus. En réduisant notre histoire à une grande noirceur, on traitait presque implicitement d'imbéciles nos ancêtres
et même nos grands-parents, et on se frappe nous autres mêmes. Et dans la foulée de cette table rase, nous avons été la seule société, à ma connaissance, qui à un moment donné n'a pu enseigner sa propre histoire à ces nouvelles générations. On avait tellement honte de nous autres. Hein? Seule société qui venait tout juste d'ailleurs de larguer son propre héritage religieux. J'insiste, ce qu'aucune autre société n'a fait, particulièrement au plan du largage de l'histoire qu'on a en propre. Hein. Parce que c'est un non-sens. Hein. Puis il faut voir les suites de cette table rase. Hein. Par exemple, depuis 40 ans, il y a eu 5 régionalisations. À chacune d'elles, on a mis les compteurs à zéro, puis on a fait pratiquement les mêmes erreurs. Même chose dans les réformes successives en éducation, même chose pour les fusions et défusions municipales. On a fait pratiquement les mêmes erreurs que celles du BAUQ. Le BAUQ, c'est le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, hein, où nos nouveaux technocrates du temps, c'était durant les années 60, ont tenté de fermer des dizaines de communautés locales avec un échec, mais retentissant. Cette histoire de la table rase, on refuse systématiquement de la prendre en compte. Fût-ce d'en faire un examen sérieux. On me dit, voyons donc, le vieux Grand Maison vient en ville, tout cela s'est passé, forcément dépassé. Et je pense au philosophe Sartre qui disait, nos actes nous suivent et nous changent. Il est illusoire de les ignorer. J'ai par la suite publié une dizaine d'ouvrages accompagnés de projets sociaux dont la visée de fond était celle-ci. En dessous de nos grands débats idéologiques, socialisme versus capitalisme, souverainisme versus fédéralisme, qu'en est-il de nos réelles pratiques sociales, de nos liens sociaux, de nos comportements de citoyens et des rapports quotidiens à nos institutions? Bref, nos games idéologiques, nos joutes idéologiques versus nos combats idéologiques versus nos pratiques au quotidien. J'ai le goût de vous raconter ici une expérience de mon vieux-père. C'est mon vieux-père qui m'a raconté ça et qui me semble très éclairante. C'était au début des années 60 et il m'avait raconté que durant la crise des années 30, avec son frère, ils avaient bâti chez son frère un nouvel étage à la vieille maison. Et ils ont bâti ce nouvel étage avec des matériaux neufs. Mais sans refaire le premier étage puis les fondations. Puis au bout de 2 ans, la maison s'est mise à travailler. Alors mon père disait, ce que je te dis là, c'est peut-être ce qui est en train de nous arriver. On se construit un deuxième étage avec des choses formidables hein, au plan de la modernité. Mais on ne refait pas le premier étage où se logent peut-être les problèmes les plus cruciaux présentement. Et ça vaut encore aujourd'hui. Et aussi le sous-sol, les fondations, quoi. Moi, c'est par la suite que j'ai repris ça quand j'avais des débats en éducation. On se disait, moi, c'est formidable qu'on ait la résonance magnétique et puis le laser. Hein. C'est extraordinaire, quoi. Mais si les gens n'ont plus une petite boussole pour s'orienter dans leur vie quotidienne, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Alors donc, j'ai œuvré dans des projets collectifs où s'est posée cette question-là que je viens de soulever. Par exemple, j'ai œuvré dans le projet collectif de la première tentative d'autogestion industrielle au Québec, celle des travailleurs de la région de Néting à Saint-Jérôme, devenus propriétaires de cette usine. Il s'agit de l'aventure collective de Tricofilm. J'ai vieilli de 20 ans durant ces 4 années, justement à cause des contradictions entre ce que je viens de qualifier la game idéologique versus les pratiques réelles. Au Québec du temps, Tricofil est devenu